Bonjour à tous, bienvenue sur Pigeon Master, le site colombophile de la Voie du Nord. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment sélectionner un reproducteur. Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, le choix des reproducteurs, c'est un choix crucial finalement, parce que vous allez y investir du temps, de l'argent et de la place. Donc en fait, il faut être assez méthodique et se donner quelques règles. Donc premièrement, c'est les caractéristiques physiques. Il faut prendre des pigeons qui sont bien faits en main, solides, pas trop loin du gabarit de votre propre origine. C'est le premier critère, c'est de prendre des pigeons avec une morphologie assez proche des vôtres. Il ne faut jamais aller avec des extrêmes. Si vous avez des grands pigeons, choisir d'introduire des petits pigeons, vous n'aurez pas forcément que des moyens dans votre élevage. Deuxième chose, c'est le patrimoine génétique des pigeons. On essayera d'être le plus proche possible des champions, c'est-à-dire on achètera plutôt un frère, une sœur, un fils ou une fille des champions en question. On essayera d'opter plutôt pour des pigeons issus d'élevage en inbreeding plutôt que des pigeons issus de croisement. Ça permet de prévoir un petit peu plus les résultats d'élevage à venir, étant donné qu'on aura une morphologie et des caractéristiques un peu plus fixées qu'avec des pigeons issus de croisement. Le troisième point, quand vous introduisez des reproducteurs, c'est dans un premier temps, le conseil que je peux vous donner, c'est de les cultiver sur eux-mêmes, c'est-à-dire éviter de les croiser directement avec les vôtres. Donc vous élevez les enfants des pigeons que vous venez d'introduire, vous les mettez au concours, et vous tirez un point de vue objectif des résultats sportifs. Et si ils répondent à vos attentes, là vous pourrez commencer à croiser. Le but d'être un petit peu prudent en pratiquant ce système, c'est que ça évite d'une part de galvauder ce que vous avez dans votre colombier et aussi de galvauder vos achats. Ça permet d'avoir vraiment un point de vue objectif de la potentialité de vos introductions. Le quatrième point dans le choix des reproducteurs, qui est certainement pas le moins important, c'est la vitalité. On optera toujours pour des pigeons avec une vitalité très forte et qui transmettront justement cette caractéristique à leur descendance. Au début de ma carrière, c'était un critère que je ne prêtais pas plus attention que ça, car finalement les pigeons avec une vitalité très très forte ne sont pas légion dans les colombiers. Au cours de plusieurs visites, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, je me suis rendu compte que les vainqueurs nationaux ou les as-pigeons présentaient toujours une vitalité exceptionnelle, au détriment parfois de caractéristiques physiques qui n'étaient pas forcément des plus favorables au vol, disons. Donc ça m'a permis d'avancer une petite théorie comme quoi la vitalité primerait la classe. Donc en fin de compte, pour moi, la vitalité ou la non-vitalité est un critère éliminatoire. Allons chercher un pigeon pour un exemple concret. Alors évidemment, comme exemple, je vous ai choisi Olympique Timoko, qui est mon meilleur reproducteur. Donc évidemment, quand je choisis un reproducteur, la première chose que je regarde, c'est à la prise en main s'il tombe bien. C'est-à-dire s'il a un profil qui est harmonieux, donc vraiment une fluidité dans la manipulation. Donc la première chose qu'on observe, c'est la taille. Donc ici, Timoko, on va le caser dans pigeon entre moyen et grand. Ensuite, la longueur. Alors ici, la longueur, moi, je la regarde et je la juge toujours en partant de la naissance du bréchet jusqu'à la pointe des fourches. Alors pourquoi je pratique comme ça? C'est parce que suivant la hauteur des fourches, le centre de gravité il sera déplacé vers l'avant ou vers l'arrière. Donc pour moi, pour bien juger la longueur, il faut tenir compte de la pointe des fourches jusqu'à la naissance du bréchet. La vitalité. Alors la vitalité, il y a plusieurs façons de la juger. Donc la première, c'est en tirant sur le bec. Donc le pigeon doit se défendre, vous voyez. Donc lui, il a une vitalité qui est énorme. Ensuite, on peut la juger aussi au niveau des muscles pectoraux. Donc on doit sentir une vibration lorsqu'on pose les doigts dessus. Ensuite, la solidité. Alors la solidité, il y a trois parties qui sont prises en compte. Donc il y a la fourche avant, donc, qui est ici. Alors on peut la juger en pratiquant une légère pression dessus. Donc elle peut fléchir un petit peu mais pas trop, ou alors elle peut vraiment rester d'une solidité incroyable. Donc pour Timoko, elle est vraiment excessivement solide. Ensuite, les fourches arrière. Donc
celles-ci peuvent être légèrement ouvertes, fermées ou très fermées. Donc ici en l'occurrence sont fermées, on va dire qu'il y a les 2 mm d'écart entre les deux fourches. Ensuite, on juge le dos. Donc on cherche un dos qui est vraiment continu, sans trou. En fait. Donc pour le juger, on passe le pouce ici donc à partir de l'arrière de la tête jusqu'à la naissance de la queue. Donc on doit avoir vraiment avoir l'impression de rouler sur un tapis, quoi. Donc on a à aucun moment le doigt s'enfonce dans la carcasse. Ou alors, pour juger le dos sur des vidéos, comme c'est une pratique courante sur les ventes internet, quand vous voyez le pigeon comme ça, la queue elle doit se maintenir donc sur une plume en largeur et rester parfaitement plane. Si elle plonge un peu trop, le pigeon aurait un peu trop de dos. Si elle lève, c'est qu'il manquerait un peu de dos. Et c'est pour ça qu'on peut parfois qualifier un pigeon d'un dos fort ou suffisant. En fin de compte, je l'avais déjà expliqué dans une de nos premières vidéos sur le jugement des pigeons, c'est que le dos, en fait, ça se juge en même temps que l'aile finalement. Quand vous avez des pigeons avec une aile qui est bien ventilée, comme c'est le cas pour Timoko, généralement vous n'avez pas un dos tout à fait en béton, quoi. Quand vous avez un dos en béton et une aile ventilée, on peut dire que là vous êtes vraiment en présence d'un super champion. Donc au niveau du dos ici, on peut le qualifier de fort. Ensuite, l'équilibre. Donc on en a déjà un tout petit peu parlé au début. Donc quand vous tenez le pigeon à une main comme ça, vous ne devez pas avoir l'impression qu'il penche vers l'avant. En fait, plus le pigeon penchera vers l'avant, plus il devra manifester de force vers le sol pour se redresser. Donc il perdra de l'énergie pour justement se maintenir droit, et ce sera de l'énergie qu'il n'aura pas pour se propulser vers l'avant. Donc l'équilibre, c'est pareil, c'est un critère qui est quand même assez important. Toutefois, plus important au-delà de 500 km. On va dire que pour les pigeons de vitesse demi-fond, c'est un critère qui est beaucoup moins rédhibitoire que pour les pigeons de grand demi-fond, de fond et de grand fond. Ensuite, le plumage. Alors le plumage, on essayera de le prendre le plus épais possible. C'est-à-dire que quand vous manipulez le pigeon, vous avez vraiment l'impression d'avoir quelque chose, d'avoir du velours ou de la soie dans vos mains. Donc on juge l'épaisseur et la douceur. Alors la douceur, ça permettra au pigeon de vraiment avoir une pénétration dans l'air qui est optimale. Plus le pigeon sera doux, plus l'air passera et glissera dessus et ne provoquera pas de frein. Il en va de même pour l'épaisseur. Plus le plumage est épais et plus les rémiges seront couvertes, moins il y aura de perte d'énergie durant le vol. Ensuite, il y a la couverture sous l'aile. Donc la couverture sous l'aile, on la juge ici. Donc en passant vos doigts sous l'avant-bras, vous ne devez surtout pas sentir les pieds des plumes. Donc encore une fois, c'est pour des questions d'étanchéité, il n'y a pas de perte d'air à ce niveau-là. Donc l'air, quand le pigeon vole, l'air pénètre ici, elle passe sous le bras, ce qui permet de le porter. Elle glisse sur la couverture, donc plus elle sera longue, plus elle sera épaisse, mieux la glisse sera optimale. Et donc l'air s'échappera ici vers la fin de l'arrière-aile, donc on appelle l'échappement. Un autre critère qu'on juge aussi, c'est le décalage. Donc on peut juger sa présence ou son absence. Donc ici on a un léger décalage entre l'arrière-aile et l'aile active. Donc il est ici, donc on va dire qu'il est de l'ordre de 7 à 8 mm. On va dire que c'est quelque chose qui a un peu tendance à disparaître ces dernières années, comparativement aux pigeons champions des années 70-80, où il était vraiment courant d'observer des décalages de 10 à 15 mm. On va dire que le pigeon moderne le présente un peu moins souvent. Ensuite, évidemment, la longueur de l'aile. Alors, on aura toujours une aile qui est proportionnelle au corps. Plus vous aurez un pigeon qui est grand, plus son aile sera grande, plus il est petit, plus l'aile sera petite. Ça, c'est tout à fait une évidence. Il faut que tout soit proportionné. Le pigeon, c'est un tout. Vous pouvez mettre, si vous mettez l'aile de Timoko sur une tourterelle, il ne sera pas capable de l'emmener. Ça, c'est une évidence. Par contre, si vous mettez une petite aile sur un pigeon extrêmement musclé, là, il aura une puissance énorme. Dernière chose, un point qui est souvent négligé, c'est la longueur du bras. Alors il ne faut pas se méprendre. Le bras,
c'est pas ici, hein. Ça, c'est l'avant-bras. Le bras, il est là. Donc, c'est un tout petit os que vous avez ici. Alors, on essayera d'avoir le bras le plus étroit possible. En fait, plus il est court, moins le pigeon aura besoin de puissance pour l'emmener et sera donc endurant. Donc, globalement, on essayera d'avoir des bras qui font un petit peu moins de 15 mm. Globalement, on va dire que c'est la largeur d'un doigt. Et pour conclure, Alexandre, un petit conseil? Élever avec des jeunes pigeons. Pour ce faire, si vous avez un crack au voyage, n'hésitez pas à l'arrêter rapidement. Il vaut mieux perdre une année de voyage et bénéficier de plusieurs générations de champions. Merci Alexandre.